Bonjour. Alors c'est vrai que le bassin d'Arcachon est réputé pour son plan d'eau calme, ses huîtres, ses ports et villages ostréicoles, son phare du Cap Ferré, les cabanes chanquées, la ville d'hiver d'Arcachon, sa douceur de vivre, la dune du Pilat, ses plages. Mais généralement, quand on parle des plages du bassin d'Arcachon, on pense aux plages de la petite mer intérieure. On oublie souvent qu'il y a aussi les plages du lac de Cazaux et surtout les plages océanes qui se situent sur la façade atlantique de la presqu'île du Cap Ferré et après la dune du Pilat jusqu'à Biscarrosse. Et concernant les plages océanes après la dune, elles portent différents noms comme le Petit Nice, la Lagune, la Salie Nord, la Salie Sud, le Wharf, le Trinquat, Bobby's, Roots et la Limite. Alors l'une d'elles, je viens de vous le dire, s'appelle Bobby Plage, ou plutôt devrait-on dire le spot de Bobby. Mais pourquoi ce nom à consonance anglo-saxonne? Alors on entend par-ci par-là que ce serait en relation avec un soldat américain, mais en fait pas du tout. Le nom de Bobby Spot, qui attention doit s'écrire avec un seul B et non deux comme généralement on peut le voir, et vient tout simplement d'un surfeur local, Bobby. Et Bobby, eh bien le voici. Il s'agit en fait de Benoît Chollet, un enfant du pays, né en 1976 à Gujan-Mestras et dont le surnom depuis l'adolescence est Bobby. Alors, il a commencé le surf en barbotant au bodyboard en 1985 à l'âge de 9 ans, en suivant son père qui faisait du surfcasting, et avant de se mettre debout sur une planche de surf véritablement en 1987 à l'âge de 11 ans. Et rapidement, il cherche des spots isolés, tranquilles, loin du monde, pour être juste avec ses amis, ses potes. Et c'est comme ça que dès l'été 1992, il trouve un endroit isolé, tranquille, entre la Salie et la Limite. Il y amène ses amis, mais ce lieu devient véritablement son endroit de prédilection. Et d'ailleurs, face à son assiduité, quand on cherchait Bobby, tout le monde savait qu'il y avait de fortes chances qu'il soit dans les vagues de cette plage. Eh bien, les autres surfeurs locaux ont appelé cet endroit le spot de Bobby, Bobby's Spot. Et c'est resté. Et il est d'ailleurs répertorié ainsi sur tous les sites de spots de surf du monde. Mais Bobby s'inscrit dans la lignée de précurseurs de surfeurs locaux. Le premier surfeur sur la plage de la Salie, par exemple, a été le regretté Robert Bayarja, qui dès le milieu des années 60, donc relativement peu de temps après l'apparition du surf en France à Biarritz en 1952 avec les tontons surfeurs, et bien rapidement après Robert Bayarja arrivent des personnalités locales comme Guy Garcia, Michel Montossé, Loulou Marley, Denis Renaudin, Jean-Paul Ménard et les frères Dupuy. Et ce sont eux qui fondent le La Salie Surf Club en 1970. C'est aussi à cette époque que Guy Garcia, Baptiste Dupuy et Jacques Albert chèpent des planches à Arcachon sous la licence Lightning Bolt, devenant ainsi les premiers shapers locaux. Alors aujourd'hui, la Salie Surf Club existe toujours et depuis 2003 existe aussi Ocean Roots qui est à la fois club et école de surf. Et en digne héritier de tous ses précurseurs, Bobby a enseigné et continue d'enseigner le surf à de très nombreux enfants, aussi bien locaux que touristes, dans les écoles de surf, puisqu'il est moniteur depuis 1997 et depuis 1999, il shape des planches. Il est en fait concepteur et créateur de planches de surf sur mesure qui prennent en compte le poids, la taille, le niveau du surfeur et le type de vague qu'il veut surfer. Et chaque planche est unique dans son design et peut être personnalisée dans la décoration. Et son atelier se trouve à la Teste. Et justement, ici, par exemple, vous avez ici une planche shapée par Baptiste et ici une planche shapée par Bobby's. Mais d'où nous vient cette pratique du surf? Alors le surf, il est né dans ce que l'on appelle aujourd'hui la Polynésie et Hawaï. Et le 16 janvier 1779, quand le marin britannique James Cook arrive dans une des baies de la grande île d'Hawaï, eh bien, il est accueilli par des milliers d'Hawaïens sur des pirogues et des planches de surf. Il l'évoque d'ailleurs brièvement dans son journal et c'est la toute première mention du surf dans un écrit occidental. Alors après son tragique décès où il est tué sur Hawaï, son second lieutenant, James King, décrit lui aussi dans son journal de bord cette étonnante pratique. Et d'ailleurs, il note avec admiration
comment les Hawaïens, sur une planche, filent sur l'eau grâce aux vagues qui les ramènent sur le rivage. Et les Hawaïens appellent cela le Heenalu, ce qui veut littéralement dire glisser sur la vague, se fondre avec elle. Alors tous les navigateurs européens et nord-américains qui vont se succéder alors dans les différents archipels admirent la rencontre des Polynésiens avec la vague et le plaisir qu'ils semblent prendre à se faire transporter sur la plage par son mouvement. Alors ces navigateurs observent cette pratique aussi bien donc à Hawaï que dans la baie de Tahiti, hein, comme en 1788, James Morrison, hein, qui était le second maître à bord du célèbre bateau le Bounty. On le constate aussi aux Marquises en 1813 avec par exemple le capitaine David Porter. Et à cette époque, les surfeurs, alors qui évidemment n'étaient pas encore appelés ainsi, eh bien utilisaient de longues planches taillées dans un tronc d'arbre que l'on appelle le koa, et elles pesaient alors de 50 à 80 kilos. Je vous laisse un petit peu imaginer à quel point c'était quand même beaucoup plus lourd que de nos jours. Mais le surf était alors une pratique à la fois liée au domaine du sacré et déterminante socialement. La fabrication des planches était très ritualisée par le choix des arbres et la pratique en elle-même se faisait en relation avec les dieux. Les planches étaient différentes selon les groupes sociaux. La famille royale ne pratiquait pas comme le commun des mortels, hein, mais tous pouvaient pratiquer. Les jeunes hommes, tout comme les plus âgés. Les femmes et même les enfants dès leur plus jeune âge. Mais ce lien avec les temps païens et surtout la nudité des corps dans les vagues fait considérer cette pratique avec une grande méfiance par les missionnaires qui du coup vont tout faire pour faire interdire ce qui leur semble relever du paganisme et de l'indécence, hein. Alors sans jamais totalement disparaître, la pratique du surf du coup va très fortement diminuer et presque devenir marginale. Cependant, en 1866, un Américain, qui deviendra célèbre pour ses romans sous le nom de Jack London, fait un séjour à Hawaï et il est le tout premier occidental à y pratiquer le surf. Bon, alors a priori, d'après les témoignages, pas très bien, mais déjà quand même. Et c'est bien comme sport et comme loisir sportif que le surf va renaître au début du XXe siècle, notamment grâce à un Hawaïen qui va faire rayonner cette pratique. Alors il s'agit du jeune Duke Kahanamoku, excellent nageur, qui sera d'ailleurs 5 fois médaillé olympique. Ses premiers jeux datent de 1912. Et il est aussi un passionné de surf. Il deviendra d'ailleurs une star hollywoodienne, car il est chargé par son île natale, Hawaï, de promouvoir le surf avec des films qui vont rendre cette pratique immensément populaire aux États-Unis d'Amérique, surtout sur la côte ouest en Californie. Alors on peut noter d'ailleurs qu'à peu près à la même époque, hein, dans le début des années 20, la célèbre romancière anglaise Agatha Christie, et oui on ne s'y attend pas du tout, eh bien en fait sera la première femme occidentale à s'essayer au surf sur la plage de Waikiki à Hawaï, et elle le faisait notamment en tandem. Alors la Californie a joué un très grand rôle, hein, dans l'expansion du surf à travers le monde, avec le premier développement de la société des loisirs aux États-Unis, qui se produit dans les années 50-60. À ce moment-là, dans la société nord-américaine, tout comme en Europe, l'émergence des loisirs et du divertissement prend de l'ampleur. Et parmi tous les divertissements possibles au XIXe siècle, eh bien, les activités sportives ainsi que le tourisme deviennent de plus en plus importants. Et les activités de plage, qui autrefois étaient plutôt liées aux thérapies, eh bien, s'inscrivent alors dans le domaine des loisirs touristiques. Et dès le début du XXe siècle, le surf intègre donc la société des loisirs en Californie et finira par se répandre dans le monde entier. Alors en France, la plage est bordée notamment par l'océan Atlantique, mais n'est apprivoisée qu'à partir des années 1950 et encore, hein, très timidement et avec grande méfiance, tant la population doit alors apprendre à s'approprier, hein, ce lieu sauvage avec ses vagues, très peu habité, hein, puisque sur la côte, notamment aquitaine, atlantique, il y a des dunes et la forêt. Ça fait peur, il y avait des naufrages, des baïnes, et surtout, elle doit apprendre à nager, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Mais aujourd'hui, le surf moderne représente des millions de pratiquants. Il est aussi bien un sport de compétition de professionnels ou d'amateurs qu'un mode de vie, une activité de plage et une activité économique devenue très importante.
Le surf est devenu d'ailleurs une image forte de notre société et devient discipline olympique à partir des JO du Japon. Alors, initialement prévu à l'été 2020, mais reporté en 2021 hein, en raison de la pandémie de Covid-19. Et pour les JO de Paris en 2024, c'est l'île de Tahiti qui a été retenue pour recevoir les épreuves. On peut y voir comme une sorte de juste retour aux sources finalement. Alors depuis plus d'une trentaine d'années maintenant, la star mondiale du surf s'appelle Kelly Slater, qui détient le record de titres de champion du monde qu'il a gagné 11 fois. Il est d'ailleurs surnommé l'extraterrestre pour les figures radicales et aériennes qu'il a apportées dans la compétition mondiale dans les années 90. Et les valeurs véhiculées par le surf sont importantes puisqu'il s'agit notamment de l'humilité, la patience, la persévérance, la santé, le respect, le partage, l'adversité, le lâcher-prise, la confiance en soi, mais aussi un tourisme responsable. Et le surf est devenu une composante à part entière hein, des images d'identification de la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'il se pratique partout d'Andaille à l'île de Ré. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le musée d'Aquitaine de Bordeaux lui a dédié une exposition de juin 2019 à début janvier 2020. Et à cette occasion, le livre que je vous montre, La déferlante surf, a été édité par le musée. Il y relate la fabuleuse histoire hein, du surf et m'a servi de source hein, pour vous faire toute la présentation historique d'ici. Alors aujourd'hui, eh bien, tout comme nous, les surfeurs sont confinés et n'ont pas accès aux plages pour la pratique de leur sport. Après le 11 mai, pour l'instant, il n'est pas encore sûr qu'il soit prévu qu'ils puissent y retourner. Cela leur manque énormément, d'autant plus que le surf se pratique individuellement, en milieu ouvert et naturel. Et donc le monde du surf, avec notamment le président de la Fédération nationale Jean-Luc Arassus, se mobilise donc pour pouvoir de nouveau retrouver l'océan, la vague, pouvoir surfer, tout en respectant les mesures demandées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie. Et j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir retourner le plus rapidement possible dans les vagues. Et donc vous, sinon, alors, vous essayez quand? Et puis, bah, écoutez, je vous dis comme Bobby, à bientôt les amis pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.